Bon, eh bien, bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être au Paris Amazon ce soir pour nos soirées, pour nos soirées à Pourrou, c'est ça, que je ne me trompe pas, en disant avec l'ICPF. Donc, merci Tamimi, merci ICPF de nous aider à organiser ces sessions. Si tu veux nous dire un petit mot pour ce soir, présenter les intervenants. Déjà, merci aux connectés, il y a 8 personnes connectées. Et comme d'habitude, les sessions sont enregistrées, sont sur notre page YouTube, donc vous pouvez revoir les anciennes et vous verrez aussi celles de ce soir. Élodie, qui est infirmière à l'ICPF, est en charge de ce projet. Et chaque mois, on fait une soirée au Pourrou, en lien aussi avec le calendrier de l'année. Donc, comme mars, c'est le mois mars bleu, c'est le mois de sensibilisation sur le cancer du côlon, et qu'on sait qu'il y a un lien fort entre l'alimentation et le cancer du côlon. Donc on a tenu à faire une session spécifique sur l'alimentation, la nutrition, en lien avec le cancer, donc que ça soit avant d'avoir un cancer ou quand on est en cours de traitement. Voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent, donc je rappelle, le cancer du côlon, ça touche, c'est le 3e cancer chez l'homme et le 4e chez la femme. C'est un cancer qui touche à peu près 80 personnes par an, avec des chiffres qui sont en augmentation et probablement dû au changement de notre mode de vie. Voilà, donc, une alimentation qui change, plus de consommation de viande rouge, de jambon avec des nitrites, moins de fibres, moins de légumes, mais ça, on va sûrement l'aborder ce soir. Évidemment, le tabac, l'alcool. Donc, on le répète, voilà. Un mode de vie sain permet de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et si on a des symptômes, que ce soit des saignements, la constipation, des douleurs au ventre, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin. Et encore plus si on a des antécédents de cancer dans la famille. C'est notre message sur l'année, sur le mois, pardon. Et ce soir, on accueille 2 spécialistes de la nutrition et de l'alimentation. Et on va vous laisser vous présenter. Et puis voilà. Et bonne soirée à tous. On est nombreux ce soir, donc c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, merci à Marie-Christine, aux Amazones, comme d'habitude, de ce partenariat fort qu'on a depuis la création de l'ICPF. Et je pense que voilà, on a le même objectif, que la prise en charge du cancer soit de mieux en mieux. Et il y a des petites briques qui se mettent en place petit à petit, donc c'est bien. Voilà. Malolo, bonne soirée. Alors, je me présente. Moi, je suis Hélène Tual. Je suis diététicienne en libéral. J'ai mon cabinet sur Papeete. Et je suis membre de l'association des diététiciens de Polynésie française, une association qui regroupe les diététiciens de la Polynésie et qui a pour but de promouvoir notre profession dans les parcours de soins, aussi bien les parcours de soins de l'ensemble des maladies chroniques, le diabète, l'obésité, mais aussi l'accompagnement sur l'alimentation pendant les traitements anticancéreux. Voilà, je laisse mon collègue. Moi, c'est Cyril Félix. Je suis diététicien et je suis éducateur sportif aussi. Voilà, donc, ça fait un moment que je suis en Polynésie. Moi, j'étais à Bora Bora, donc Tahiti, depuis peu. Et je travaille à la salle de sport TT1 Sport Santé. Voilà. En même temps, je fais des consultations diététiques et puis en même temps, des cours de remise en forme. Voilà, pour les besoins. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder le mode de vie. Quel est le mode de vie adapté pour maintenir une bonne qualité de vie pendant les traitements. Et on va aborder 2 thèmes, l'activité physique, et justement Cyril aussi avec sa casquette d'éducateur sportif qui va vous en parler de l'activité, la place de l'activité physique au cours des traitements et les bienfaits aussi de l'activité physique. Et ensuite, on va s'attarder sur l'alimentation en essayant de décortiquer, d'échanger un petit peu sur toutes les informations, les idées reçues qu'on a sur l'alimentation.
je pense que ces idées reçues, en tout cas ces informations, sont nombreuses. J'imagine que vous vous posez pas mal de questions entre les informations que l'on reçoit, les informations grand public, entre les conseils aussi des fois qu'on peut avoir de la part des proches, et puis aussi nos habitudes alimentaires, les possibilités pour aménager son alimentation au cours des traitements. Beaucoup de choses qui fait qu'on peut être perdu au cours des traitements pour savoir justement comment bien s'alimenter. Donc, l'objectif de cette soirée, c'est de pouvoir répondre à ces différentes questions. Nous, on en a déjà sélectionné quelques-unes, mais s'il y a des questions qu'on n'a pas du tout évoquées et que vous voulez en débattre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à intervenir tout au long de notre intervention. On va commencer avec l'activité physique et je te laisse. Comment on fait? Non, il suffit de cliquer, ouais, après, il suffira de cliquer en bas du diapo, ça va défiler. Voilà. Ouais, donc, ouais, c'est ça, l'alimentation et l'activité physique, hein, c'est ce qu'on appelle les soins de support. L'intérêt des soins de support, on va s'interroger sur le mode de vie. Donc, quel mode de vie à adopter pendant les traitements pour que ça ait un impact positif sur la qualité de vie. Voilà, santé physique, sociale, mentale, voilà, pour améliorer le quotidien et la qualité de vie de tout le monde. Donc, on va commencer par la place de l'activité physique. Donc, déjà, différencier peut-être l'activité physique du sport, en sachant que l'activité physique va se différencier du sport par le fait que, je crois qu'on a la définition, si on... facile, la définition d'activité physique. Voilà. Donc, c'est une définition, ça regroupe tous les mouvements corporels produits par les muscles squelettiques entraînant une dépense énergétique. C'est ça l'activité physique. La différence avec le sport, c'est que le sport, on va avoir une codification avec des règles à respecter et puis une recherche de performance. Alors que l'activité physique, c'est par exemple faire son jardin. Ça peut être nager, mais nager plutôt une nage de loisir pour sa santé, pour le bien-être. Ça peut être marcher pour les personnes plus sportives et qui se sentent mieux, c'est aller courir, mais sans recherche de performance, juste pour la santé. Voilà. Donc ça va être plutôt ça, les activités physiques. Et après, on a ce qu'on appelle les APA, donc activités physiques adaptées. Donc là, ça va être des activités physiques qu'on va adapter à des contextes particuliers. Personnes handicapées, personnes âgées, personnes sous traitement, par exemple pour le cancer, qui va avoir des difficultés un peu plus physiques et, au niveau cardio-respiratoire, souplesse musculaire, etc. Voilà, donc ça, c'est des activités physiques adaptées. Voilà, sachant que les activités physiques adaptées, elles sont dispensées par des enseignants APA, voilà, qui ont fait des études à la fac de sport, comme moi, et qui ont une licence minimum APA. Voilà. Ou alors, il y a une certification qu'on a ici en Polytechnique française aussi en sport santé, qui nous permet, quand on est éducateur sportif, de pouvoir aussi cadrer le sport santé. Donc, l'activité physique, on va pouvoir la caractériser selon l'intensité, donc faible, modéré, élevé, très élevé. On va voir un petit peu à quoi ça correspond. Souvent, on parle de METS, mais c'est un peu compliqué. Le principe de METS, c'est bien pour nous repérer dans le milieu médical ou sportif. Mais nous, on va se caler plutôt sur nos ressentis personnels, sur le ressenti de vous quand vous faites de l'activité. Donc, la durée aussi de l'activité, la fréquence, ça va être une activité qu'on va faire tous les jours, plutôt une fois par semaine, une fois par mois, etc. Et les fonctions physiologiques sollicitées. Donc, c'est ce que j'expliquais avant, cardio-respiratoire. Donc, c'est tout le système cardio-vasculaire, les poumons, voilà. C'est là-dessus qu'on va travailler et améliorer ses capacités, ou musculaires, donc amélioration de la force, ou de la puissance musculaire, etc. Ou la souplesse. Voilà. On différencie l'activité physique de la sédentarité. La sédentarité, c'est plutôt quand on manque très peu d'activité physique. D'accord. Donc, on peut être sédentaire, mais pas inactif. C'est là la différence entre les deux, on verra. Donc, la sédentarité, c'est par exemple, je travaille et j'ai un travail sédentaire. Ça veut dire que je ne bouge pas beaucoup pendant mon travail, je reste assis toute la journée.
Et en plus, si j'ai une activité, ça veut dire que je ne fais pas d'activité physique qui répond à ce qu'on demande au niveau des recommandations de santé publique. Généralement, c'est 30 minutes d'activité 5 fois par semaine, d'accord, d'intensité modérée à élevée, d'accord, les 10 000 pas, tout ça en plus, etc. Donc, quand on ne répond pas à ça, c'est qu'on est plutôt inactif. Okay. Donc, si on est sédentaire et inactif, ben, c'est là où on a tendance à perdre la masse musculaire, à se fatiguer beaucoup et tout ça. Voilà. Donc, on peut avoir un travail sédentaire, être plutôt sédentaire dans sa vie, hein, pas trop bouger, mais par contre, être actif parce qu'on va aller faire sa séance de sport quand on sort de son travail. Voilà. Ou alors, on va faire son activité physique, on va aller marcher en sortant de son travail voilà, on va aller marcher pendant une demi-heure ou une heure, ou alors on va rentrer de son travail en marchant plutôt que que de prendre la voiture, etc. Voilà. Donc, à la suite, les bénéfices de l'activité physique pendant les traitements de cancer. On a pu observer que l'activité physique pendant les traitements, ça réduit la fatigue. Souvent, c'est la première difficulté dans les traitements, généralement, c'est la fatigue. La fatigue qui est très importante. Et le fait de faire de l'activité physique, justement, on est fatigué, donc on n'a pas trop envie, mais ça permet de réduire la fatigue. Voilà. Et dans les 20 à 30%, 20%, 40% des cas, on a vraiment eu des bienfaits et on se sent vraiment mieux quand on pratique une activité physique. Ça va permettre d'améliorer aussi la qualité de vie, parce que on dort mieux, on a plus de force, on a on a une meilleure estime de soi, moins d'anxiété, moins de dépression. Et puis le fait d'avoir quand même plus de force, ça permet de faire sa masse musculaire et les fonctions physiques, mais surtout quand on fait quelque chose, on est moins fatigué. Parce que quelqu'un qui a moins de force, le moins de petits trucs qu'il va devoir faire, ça va augmenter son taux de fatigue et il va vraiment peiner à s'engager dans les choses à faire du quotidien. Et donc, du coup, c'est une cascade. On va faire de moins en moins de choses. Et puis, on a des risques pour la santé. Voilà. Et puis, aussi, on a un impact sur l'efficacité des traitements et sur la survie. Augmentation de la réponse au traitement. Voilà, c'est vrai qu'on a... Il y a plein de mécanismes qui se mettent en place quand on fait de l'activité physique, notamment des mécanismes anti-inflammatoires qui veulent protéger contre la récidive. Ça va permettre aussi d'avoir des traitements qui vont être plus efficaces. Et on va aussi avoir des diminutions sur certains effets secondaires, voilà. Notamment la fatigue, justement. Et ça peut être aussi même contre les vomissements et tout ça, les nausées et tout. Alors, les recommandations en matière d'activité physique pour les patients en traitement, ça va se rapprocher des recommandations pour tout le monde, en fait, pour tout le monde dans son quotidien. Mais après, évidemment, il faudra adapter en fonction de soi. Donc, principalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des activités aérobie. Donc, aérobie, ça veut dire qu'on va faire des activités d'une certaine durée qui va faire travailler le système cardiovasculaire. Donc, ça va permettre d'améliorer sa condition physique, sa forme physique, son souffle et tout ça. D'accord ? On va beaucoup moins travailler tout ce qui est renforcement musculaire, mais plutôt activité aérobie. Et ça, c'est généralement 3 à 5 fois par semaine. D'accord, d'activité aérobie. Le mieux, c'est quand même d'essayer d'avoir 5 fois par semaine. Voilà, pour pouvoir conserver son souffle et tout ça. Okay. 5 fois par semaine, ouais, sauf le week-end. Ou alors, c'est bien, c'est faire 2 jours, un jour de récupération. Voilà. Après, en sachant que voilà, c'est une demi-heure, c'est une demi-heure de marche, ça va vite, une demi-heure. Renforcement musculaire, on conseille au moins 2 fois dans la semaine, d'accord ? Au moins 2 fois dans la semaine, le renforcement musculaire avec des charges modérées ou avec le poids de corps, ça peut être et tout ça. Voilà. Et après, souplesse et équilibre, ça dépend selon chaque personne. Si on voit que la personne des difficultés d'équilibre, c'est bien de travailler, voilà. Et puis la souplesse, c'est quand même bien de travailler à partir d'une certaine. C'est mieux quand même, voilà. Ça permet, la souplesse, ça permet aussi d'être
plus actif et moins fatigué quand on fait ces activités-là. Voilà. Et de sentir mieux dans soi et surtout, ça a un impact aussi sur le mental. L'intensité et la fréquence, c'est ce qu'on disait. Hein, donc, normalement, 150 minutes par semaine d'activité physique modérée. On va voir à quoi ça correspond après. Hein. Ou alors 75 minutes par semaine d'activité physique intense. 2 séances par semaine de renforcement musculaire. Voilà, au niveau de la durée, il n'y a pas besoin que ça dure non plus trop longtemps. Hein. On peut intégrer, par exemple, une activité physique intense, plus courte, avec un peu de renforcement musculaire. Ça dépend, hein, d'accord? Ça dépend de l'état de fatigue de la personne. Hein. Donc, c'est ce qu'on dit, adaptation selon l'état clinique d'occupation, évidemment. Hein. Alors, si la personne est très fatiguée, dénutrie et tout ça, l'activité physique, ça ne va pas être la priorité. La priorité, ça va déjà être de rétablir certaines choses. Voilà. Et on va plutôt adapter, peut-être s'il y a une fatigue importante, adapter plutôt sur des exercices de tout, vraiment tout. Voilà, le temps que ça aille mieux. Voilà. Précaution, hein, adaptation en cas de fatigue extrême, anémie, neuropathie aussi, hein, si on a vraiment des douleurs musculaires importantes et des douleurs nerveuses, hein, voilà, on va adapter les nutritions. Et important surtout, insiste là-dessus, la suivi médicale. Voilà. Ça, c'est important de se faire suivre parce que si on fait de l'activité physique, mais qu'on sent que petit à petit, on a plus tendance à être fatigué de plus en plus, non, il faut l'avis médical. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être trop intense ou voilà. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un suivi. C'est mieux. Voilà. Donc là, on va voir à quoi ça correspond, hein, l'activité modérée, l'intensité des activités. Donc, comme on disait, hein, donc, plutôt les activités cardio-respiratoires, 30 minutes d'intensité modérée à élevée, au moins 5 fois par semaine. Voilà. Et en évitant, en fait, surtout de rester 2 jours sans pratiquer. Parce que 2 jours sans pratiquer, quand vous pratiquez, vous améliorez un peu, on va dire, on ne va pas parler de performance, mais votre condition physique, elle s'améliore. Mais si vous attendez plus de 2 jours, ça va redescendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'éviter de dépasser les 60 heures sans pratique. Voilà. Et comme on dit, alors, activité modérée, essoufflement modéré. Donc, c'est je marche et je sens que ma respiration s'accélère un petit peu. Je peux parler sans problème, hein, la conversation est possible, je transpire un petit peu. Au niveau de la pénibilité, on est à 5 à 6 sur 10. Et après, pour ceux qui ont des montres cardio, hein, on peut regarder 55 à 70% de la fréquence cardiaque maximale. 70%, comment vous êtes bien essoufflé quand même. Ça correspond, alors pour calculer la fréquence cardiaque maximale, généralement, on fait un calcul assez simple, on fait 220 moins l'âge. Ce n'est pas ce qui est le plus fiable, on a quelque chose de plus fiable, mais déjà 220 moins l'âge, ça permet d'estimer à peu près. Okay. Sinon, on fait notre formule, hein, c'est 207 moins 0,7 fois l'âge. 208 moins 0,7 fois l'âge. Ça y est, c'est bon. Ça fait beaucoup de chiffres, alors. Intensité physique élevée, donc on va avoir un essoufflement marqué là quand même. Conversation qui va être difficile. Transpiration plutôt abondante, entre 7 et 8 sur 10, et entre 70 et 90% de la FC max. Quand on fait ça, là, il faut quand même, généralement, c'est pour les personnes qui ont quand même un vécu sportif déjà avant d'être sous traitement et malade, hein, d'accord, parce que passer de je n'ai pas fait d'activité à ça, il ne faut pas s'étonner après si on est fatigué et si ça ne va pas, hein, il faut avoir vraiment une progressivité, c'est vraiment très, très important, quoi. Ça ne se fait pas comme ça, sans suivi. Activité physique de renforcement, donc comme on l'a dit, hein, au moins 2 fois par semaine, en respectant un jour de récupération minimum et 3 jours maximum par groupe musculaire travaillé. Voilà, ça veut dire que si j'ai travaillé, je ne sais pas, par exemple, j'ai fait des exercices de renforcement musculaire, par exemple, prenons les pompes. Ah, on peut adapter les pompes. Hein. Tout le monde peut faire des pompes, mais après, on adapte. En fait, on adapte en se mettant sur les genoux et en y allant vraiment très doucement, d'accord, pour l'option très facile.
Par exemple, je vais travailler là, ma poitrine, mes bras, mes épaules. Donc, je vais éviter de retravailler ça pendant 3 jours. Voiture, un truc. Voilà. Donc, mais ça peut être voilà, des activités de la vie quotidienne, des activités de loisirs. C'est là où on va dissocier certaines choses. Activités de loisirs, ça va se rapprocher peut-être un peu plus de l'activité, on va dire, sportive, d'accord, sans la recherche vraiment de performance. Et puis l'activité de la vie quotidienne, c'est la marche, monter des escaliers, c'est de la vie quotidienne, monter une pente, c'est de la vie quotidienne, ça. Voilà. Donc, généralement, quand on veut mettre en place un programme d'activité physique, ça se passe comme ça, en fait, voilà, pour vraiment que ce soit adapté aux patients. En fait, on fait une évaluation initiale avec des tests fonctionnels de marche, de force. Alors, on peut faire des tests où on va monter sur une marche et descendre voilà, pendant un certain temps, voir combien la personne elle, va faire de montée de marche, de descente. On va calculer la force du bras, par exemple, des jambes, etc. Et on prend en compte les limitations, voilà, en fonction de la personne, sa fatigue, le traitement, ses difficultés, peut-être antécédents cardiaques, etc., etc. Et après, on va personnaliser le programme. Voilà, on adapte aux capacités de la personne et les préférences aussi, parce que l'intérêt de l'activité physique, c'est de prendre du plaisir. Si la personne, elle vient, qu'elle subit, qu'elle ne prend pas de plaisir, qu'elle ne s'amuse pas, comment rester sur la durée à faire quelque chose qu'on n'aime pas, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, on va faire une progression graduelle pour que la personne prenne du plaisir, on va adapter, et puis on va essayer de faire des choses bien. Voilà. Et puis après, suivi et ajustement, surveillance de la tolérance. Donc, si on a une fatigue inhabituelle ou des douleurs inhabituelles qui durent, là, il faut ajuster, il faut voir si on peut continuer l'activité ou pas, ou on adapte avec autre chose, une autre activité. Voilà, non, on développe. Des questions par rapport à ça. Il y en a qui pratiquent régulièrement de l'activité physique? Non? Oui, un peu. Moi, j'ai une question, c'était sur le ménage. Oui, ça fait partie de l'activité physique du quotidien. Voilà, quand on fait le ménage. C'est pour ça que je demande. Voilà. Ça fait partie de Ça fait partie de l'activité physique. C'est l'activité physique du quotidien, ça, d'accord? De la vie quotidienne. Tu fais ton ménage, comme je disais, tu marches pour aller à ton travail. Tu es à ton travail, tu montes des escaliers, tu descends des escaliers, c'est de l'activité physique. Voilà. Il y a une dépense énergétique qui est supérieure à, on va dire, à ce qu'on parlait tout à l'heure, les mètres. 1 mètre, c'est je suis allongé, je suis au repos, je fais rien. Je suis assis, je fais rien. Ça, c'est 1 mètre. Mais sans regarder la télé, sans même rien faire. Même aller dans le jardin, c'est pareil. Et aller dans le jardin, c'est pareil. Ouais. Quand tu jardines, c'est activité physique, puisque tu as une dépense énergétique, tu as du mouvement. Dès que tu as du mouvement, tu commences à rentrer dans l'activité physique. Et après, ça va être faible, moyen, modéré, intense, etc. Mais ça rentre dans l'activité physique. On peut y arriver très vite aux 30 minutes d'activité physique, mais si on reste allongé, et c'est vrai que sous traitement, parce que comme la fatigue, elle est là, si on reste allongé puis qu'on en fait moins, le problème, c'est que ça va avoir un effet plutôt négatif sur l'amélioration de sa condition physique. Moi, j'ai une question. Par exemple, on fait une heure de méditation par semaine. Ouais. Et après, durant les 2 jours, 3 jours, on va dans le jardin, ça remplace quand même. Oui. Ça fait partie de ton activité physique. Ouais, je te rassure. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, l'intérêt que tu vas avoir quand tu fais de l'activité physique en groupe, comme ça, c'est que tu vas travailler différents muscles différemment, et puis tu es guidé avec un coach à part. Donc l'avantage, c'est ça, c'est que tu vas avoir d'autres choses et tu vas travailler sur des parties de ton corps qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler, et puis justement sur des postures qui va permettre d'améliorer aussi ton quotidien, parce que tu vas faire un bout, et puis voilà. Et aller à la mer avec une frite. Aussi. À la mer, même marcher le long de la plage, aller dans l'eau, faire la marche dans l'eau, faire des mouvements avec sa frite, des rotations, des petits montées de genoux, marcher avec la frite, même ça te crée une résistance supplémentaire. C'est bien.
c'est pareil, hein, c'est l'activité physique. Et après, au niveau du ressenti, c'est ça, hein, si tu vas marcher dans l'eau et puis que tu vas plus vite, c'est un peu plus cardio. Et, en fait, il faut trouver son activité. Bon. Non. On passe à la suite alors. Ouais. Voilà. On vient de me dire que j'ai quoi? J'ai 15 minutes. Ah, je suis désolé, je suis pas là. Hein. Non. J'ai dit 40 minutes, 30 à 40 minutes. On a encore d'autres choses à aborder. Vous voulez aborder d'autres choses? Ouais, okay. Donc, voilà, on voulait échanger avec vous, peut-être même débattre sur des notions, des informations qu'on peut avoir sur l'alimentation et notamment sur le sucre. Est-ce que vous avez déjà entendu des choses sur le sucre et le cancer pendant les traitements? Ouais, oui. C'était quoi? Il fallait éviter tout ce qui était sucré. Voilà, on entend ça souvent que le sucre est à éviter pendant les traitements parce que ça nourrit les cellules tumorales. Alors, il y a des nuances à apporter là-dedans. D'abord, on ne devrait pas dire le sucre, mais on devrait parler des sucres. Le sucre, en fait, ça fait penser au sucre qu'on met dans le café. Voilà, ça, c'est du saccharose. Et en fait, les sucres dans l'alimentation, ils sont nombreux. On les appelle aussi les glucides. Et les glucides, ce sont des macronutriments qui vont fournir de l'énergie au corps. Donc, toutes les cellules ont besoin de ces glucides pour fournir de l'énergie et pour pouvoir aussi après faire de l'activité physique. D'accord? Donc, si on décide de supprimer les glucides de son alimentation, les aliments qui contiennent des glucides de son alimentation, on a un risque d'être carencé en fait en énergie. On parle de dette énergétique. Et du coup, ça crée des déséquilibres dans le corps, des déséquilibres métaboliques pour quand même essayer de fournir de l'énergie au corps. Donc, la nuance qu'on apporte, c'est c'est essentiel d'apporter des aliments qui contiennent des glucides dans son alimentation. Peut-être, par contre, essayer d'optimiser sur la qualité de ces aliments qui apportent des glucides. Donc, la préconisation, c'est de privilégier les bonnes sources de sucre, donc les bonnes sources de glucides, que sont les différents féculents que vous avez dans votre alimentation. Eux vont apporter des glucides qui vont être assimilés progressivement. Ça va être aussi d'apporter des glucides des fruits, sucre des fruits. C'est tous les fruits qu'on peut manger? Alors, on va voir ça. Il y a des petites nuances aussi. Il y a certains fruits qui sont déconseillés au cours des traitements. Ça va être aussi d'apporter des sucres naturels, donc le sucre blanc, le sucre roux, le sucre coco, le miel. Voilà. Et par contre, effectivement, pour aussi trouver plus d'équilibre, il est préconisé, mais comme pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pendant les traitements du cancer ou aussi bien pour une personne qui est importante, de limiter des aliments ultra transformés. Ce sont ces sucres-là pour lesquels il va falloir vraiment faire attention. Ces aliments ultra transformés, c'est des aliments industriels qui sont riches en mauvais sucres, mais qui vont aussi apporter du gras, parfois du sel, et toute une panoplie aussi d'additifs qui peuvent avoir un effet néfaste sur notre organisme. Donc voilà la petite nuance que je voulais apporter. C'est quand même important à travers l'alimentation de fournir donc, des glucides au corps pour qu'il puisse aussi disposer de l'énergie nécessaire au cours des traitements. Les fruits, on en vient à la deuxième slide. On parle souvent du pamplemousse. Ouais. Et donc, vous avez eu des informations sur ça, justement, le pamplemousse pendant le traitement. Voilà.
Le pamplemousse, en fait, avec de nombreux médicaments, hein, est déconseillé parce qu'il contient une substance qui peut des fois interagir avec les principes actifs des médicaments et diminuer l'efficacité des traitements. Cette substance, on la retrouve surtout dans les parties blanches du pamplemousse. C'est pour ça que surtout le jus de pamplemousse est fortement déconseillé. Et par précaution, donc parce que c'est pas valable avec tous les produits de chimiothérapie, mais du coup par précaution, on déconseille de consommer du pamplemousse avant une cure de chimio, pendant et un jour après. Voilà. Donc, bien espacé après, espacé de la cure de chimiothérapie, c'est tout à fait possible de manger du pamplemousse. Ça c'est uniquement pour les traitements de chimio alors? Alors, il y a d'autres médicaments aussi pour les l'hormonothérapie. À ma connaissance, non. Ouais. Et une fois que tu as pris du temps, moi, ça fait 6 ans que je mais j'ai jamais osé manger du plus. Voilà. Voilà. Mais si ça se trouve, tu as un super pamplemousse chez toi et tu peux tout à fait manger le pamplemousse. Ouais. Oui, bien sûr. Non, je voulais demander par rapport au pamplemousse. Et si tu ne manges pas, tu ne fais pas du jus, mais tu manges la pulpe. Il n'y a pas de truc blanc. Ça va être assez compliqué. C'est dans les parties blanches où tu vas trouver surtout ces substances qui sont déconseillées. Mais quand tu prends juste la pulpe, comme tu dis, tu as forte chance quand même qu'il y a des résidus de. Il faudrait vraiment c'est tellement bon, mais comme je vous disais, encore une fois, c'est une nuance. C'est pas du tout interdit. C'est juste pendant les traitements, on n'en boit pas. Après les traitements, espacés, on peut en prendre, on peut en boire. On passe aussi à d'autres substances, peut-être, d'autres produits. On entend d'autres. Le thé vert. Vous entendez des choses des fois sur le thé vert? On entend régulièrement que le thé vert, par sa richesse en antioxydants, et notamment en catéchine, bloque la croissance des cellules cancéreuses. Il y a des études qui ont été faites sur ça. Donc, tout de suite, bien, ça laisse penser que ça protège du cancer. Mais pour l'instant, en fait, suivant Nous, on se base sur les recommandations des différents instituts. On a mis toute notre bibliographie à la fin de notre PowerPoint. Donc, toutes les instances scientifiques ont trouvé un consensus pour dire qu'il n'y a pas pour l'instant d'études qui marquent de preuves convaincantes du rôle protecteur du thé vert. Par contre, quelques questionnements justement sur les interactions de ces antioxydants avec le principe actif des médicaments, comme le pamplemousse. Ce qui est déconseillé aussi, c'est de boire du thé vert avant le traitement, un jour avant, pendant la cure et un jour après la cure. Voilà. Mais par précaution. Peut-être que en fait, ça évoluera dans quelques années. La nutrition aussi, ça évolue pas mal. C'est juste que là, il y a pas de... Il y a plutôt des discussions, des doutes, des interrogations, et par précaution, voilà. On ne sait pas. Voilà. Donc, mieux ne pas consommer le thé vert en pensant que ça a vraiment un rôle. Et le thé noir. Alors, ouais. Ça m'interpelle. Ouais. Bon, c'est parfois maman, elle boit du thé, pas forcément vert, mais comme en boutique, on voit thé vert, thé noir. Ouais. Voilà, parce que là, précisément, on parle que du thé. Il n'y a pas eu d'études pour montrer. Voilà, c'est vraiment lié au thé vert et à la catéchine du thé vert. Je pense qu'il y a dans le thé noir. Donc il n'y a pas de contre-indication à boire du thé noir. Ça avance.
Oui. Il y a eu des écrits aussi sur l'utilisation des compléments alimentaires. Parfois, en fait, on peut trouver en pharmacie, ou même surtout sur le net, des compléments alimentaires pour lutter contre le cancer. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui prouvent l'effet bénéfique de quelques compléments alimentaires pour traiter le cancer. Et en revanche, en fait, il y a des études qui ont été faites sur le bêta-carotène qui était parfois donné et préconisé pour améliorer son dosage, pour s'adapter au dosage. Et on a vu surtout chez les personnes fumeuses que ça augmentait le risque de cancer du poumon. Donc la recommandation, c'est de ne pas prendre de compléments alimentaires pendant les traitements. Quand je parle de compléments alimentaires, c'est des associations de plantes, des minéraux, c'est pas forcément la vitamine C ou le magnésium, c'est un mélange en fait de plantes qui peuvent au contraire avoir augmenté les risques de toxicité. J'avais vu chez l'oncologue, justement, il avait une liste de plantes en fonction des traitements. Ouais. Donc, il y avait vraiment des plantes à éviter en fonction des traitements. Ouais. Donc, c'est une liste qu'il avait. Oui, il avait une liste. D'accord. Parce que je parlais justement de compléments alimentaires, de tisane. Ouais. Cette liste, il n'y avait pas le moringa, par exemple. Oui, parce qu'il y a les le noni. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup des plantes. Je pense qu'il faut en consommer pas une liste exhaustive et adaptée. Ouais. Après, on connaît les propriétés nutritionnelles du noni, du moringa. Ils sont très riches en nutriments. Mais rien ne prouve qu'ils aident vraiment à lutter contre le cancer. À moins de... Je ne sais pas si on a fait de bibliographie, je ne sais pas s'il y a des études spécifiques dessus. Par contre, c'est vrai qu'on les classe quand même. Moi, je les appelle des feuilles comestibles. Il y a le noni. Il y a les corosol aussi. Les feuilles de corosol, ouais. Voilà. Mais on mange les feuilles de corosol. Voilà, en fait, dans le Pacifique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de feuilles comme ça comestibles qui sont pas utilisées et elles sont reconnues pour leurs propriétés antioxydantes, surtout pour leur apport en minéraux, vitamines et minéraux, et même pour le moringa en protéines végétales. Donc, en fait, ces feuilles-là, on les classe dans la famille des légumes, voilà, avec des propriétés nutritionnelles peut-être plus intéressantes qu'un concombre ou un chou intensive. Voilà. Mais on connaît quand même le rôle protecteur des légumes dans l'alimentation. D'ailleurs, c'est le nom qu'on leur donne. On les classe comme des aliments protecteurs. On sait aujourd'hui qu'une alimentation riche en légumes, riche en végétaux, riche en fruits, limite de cancer. Mais on ne leur donne pas des spécificités pour vraiment spécificités comme quoi ce sont des aliments anti-cancer. Il y a une question en ligne sur les boissons probiotiques. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... Alors, les boissons probiotiques, comme le kombucha, par exemple, ou le kéfir, ça va surtout avoir un rôle intéressant pour nourrir le microbiote intestinal. Maintenant, est-ce qu'on peut en boire? La question, c'était peut-être, est-ce qu'on peut en consommer pendant les traitements? Oui, tout à fait, on peut en consommer pendant les traitements. Ça aide à un bon équilibre du microbiote intestinal. Après, peut-être lié avec des effets secondaires, si on a des troubles digestifs, une constipation qui est bien présente, ou alors une diarrhée, peut-être qu'on va limiter la consommation.
Et encore, vraiment, c'est en fonction de la tolérance de chaque personne. Le soja. Vaste question. Avant la plus grande question, le plus grand débat. Est-ce qu'on peut boire du lait de soja? Alors, oui, on peut boire du lait de soja. Donc, c'est pareil. En fait, ça fait longtemps qu'on se pose des questions sur la consommation de soja, parce que le soja et les dérivés de soja, comme le lait de soja, comme le soyou, comme quoi d'autres encore, tofu, ça contient en fait ce qu'on appelle des phytoœstrogènes. Et ces phytoœstrogènes, parfois, ils peuvent venir gêner certains traitements, normalement, et surtout les traitements hormonaux. Voilà. Donc, il n'y a pas 100% de preuves que la consommation de soja, enfin, que les phytoœstrogènes ont un effet néfaste en fait, au cours des traitements. D'accord, il n'y a pas 100% de preuves, mais par précaution, il est conseillé de limiter les apports en soja. Alors, limiter les apports en soja, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste essayer d'en consommer une petite quantité, par exemple une portion de tofu à un repas, voilà, pas cumuler sur l'autre repas et pas tous les jours. Donc le lait de soja, est-ce qu'on peut en consommer? Oui, on peut en consommer. Le lait d'amande, pareil. Le lait d'amande, c'est différent. Il n'y aura pas les phytoœstrogènes dedans. Mais ça reste une boisson végétale aussi. Voilà. C'est qu'on peut boire. On peut en boire, tout à fait. Le lait d'amande, ouais. Et tu n'auras pas le même questionnement, tu n'as pas les phytoœstrogènes dans le lait d'amande. C'est que dans le soja. Voilà. Une préconisation quand même qui reste encore d'actualité. C'est juste pour les cancers hormonodépendants, donc traitement d'hormones pour les cancers du sein ou prostate. On conseille d'éviter la consommation de produits à base de soja. Donc, c'est uniquement dans ce cas, sous traitement hormonal, qu'on déconseille la consommation de lait de soja. Et les compléments alimentaires à base de soja sont déconseillés par les instances de santé publique françaises. Je ne vais pas aller plus loin. Non, je pense que c'est international. Oui, c'est international. Voilà. Vous trouvez en fait pas mal de brochures qui ont été éditées par le réseau NACRE sur l'alimentation. C'est assez intéressant. En fait, vous retrouverez ces recommandations. En fait. Ces brochures, vous pouvez les télécharger sur le réseau, sur le site internet du réseau. Pour résumer, Ouais. il faut dire simplement que bon, c'est pas trop conseillé de manger du soja. Voilà. En gros, Par si on exemple, peut s'en passer, bon. voilà. Mais on peut en manger aussi un peu, on n'est pas obligé de s'interdire. Donc en fait, voilà. Mais par exemple, ça peut être intéressant de se poser la question pour une personne végétarienne. Oui. Une personne végétarienne, en fait, elle va chercher ses protéines justement dans les légumineuses et notamment dans le soja. Voilà. C'est là où il faudra peut-être avoir une petite surveillance. Il y a des végétariens ici. Peut-être. Non. Non, personne. Il n'y a pas à manger. Ah, je te dis, moi, je connais rien. Ah bon? Ouais. Je mange que des poissons. Le lait, c'est le soja. Donc, t'es poisson végétarien. T'es végétarien? Sans doute. Avec les poissons, le bien. Ouais. Depuis 25 ans. Ouais. On continue. Voilà. Ah ben voilà, on passe à bonne position. La viande. On dit aussi, est-ce que vous avez déjà entendu dire ça, qu'il ne faut pas consommer de viande pendant les traitements? Plein de rouge. Voilà, on aborde la nuance. D'abord, ce n'est pas toutes les viandes. Les viandes, c'est une bonne source de protéines et pendant les traitements, on a besoin de protéines. Pour faire l'activité physique, le renforcement musculaire, on a besoin de protéines.
comment? Et de fer aussi. Donc, les protéines, on va les trouver dans le poisson, dans les œufs, dans les légumineuses et protéines végétales et dans la viande. Cependant, il y a quand même une petite recommandation sur la viande rouge parce que, surtout avec la cuisson, il y a des composés dans la viande rouge qui vont se transformer et c'est avéré en fait qui favorise le risque de développer des cancers et notamment le cancer colorectal. D'accord ? Donc, viande rouge et les viandes transformées. Les viandes transformées, c'est les charcuteries, mais c'est aussi toutes les viandes en boîte qu'on peut trouver. Voilà, de temps en temps, c'est bon. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des recommandations pour limiter la quantité, mais ne pas non plus tomber dans quelque chose d'extrême. Et donc, on limite la viande rouge, mais ça, cette recommandation, elle est valable aussi bien pour les biens importants, c'est une recommandation générale, hein, aussi bien pour les biens importants que pour les personnes en cours de traitement, et qui est donc de limiter la viande rouge à 500 grammes par semaine. C'est pas par jour. Que j'ai fait le lapsus. 500 grammes par semaine. Ça fait deux steaks. De privilégier plutôt les volailles, les œufs, le poisson, j'ai pas mis là, et les légumineuses. Les légumineuses, c'est donc tout ce qui est lentilles, haricots, pois cassés, pois chiches, voilà, et en association avec des féculents, parce qu'on a dit tout à l'heure, les glucides aussi, c'est important d'en avoir sous forme de féculents. Voilà, c'est un très bon équilibre en protéines. Limiter la consommation de charcuterie et donc de viande transformée à 150 grammes par semaine, en privilégiant surtout les jambons blancs et jambons de volaille. Donc, la consommation de poisson. Il y a une question en ligne, plutôt un postulat de dire que il faut pour les poissons de manger plutôt de la sole, mais je pense qu'ici c'est difficile. Alors après, il y a aussi ici, on peut se poser la question du poisson du large par rapport au mercure. Donc il y a une recommandation qui n'est pas de dépasser le poisson du large 2 fois par semaine pour limiter le mercure, et après de privilégier plutôt des poissons du lagon. Mais la sole, c'est quand même difficile d'en avoir mangé. Non, mais des poissons. Il y en a, c'est qu'un peu. Non, pas mais pareil, et alors le poisson du lagon, en s'assurant en fait qu'il n'est pas intoxiqué par la ciguatera, mais des filets de perroquet, des filets de bec de canne, choses comme ça. Poisson cru, la belle aussi. Ouais, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'indication pour le poisson. C'est dur à trouver. Il faut juste s'assurer par contre de la fraîcheur. Il ne faut pas hésiter. Parfois, pour des risques de gaspillage, on se dit, bon, allez, je sens que ce n'est pas très frais, mais je force quand même. Ça arrive, hein. On l'a acheté et tout, on ne veut pas gaspiller. Lorsqu'on est en traitement, on est quand même plus vulnérable. Donc, bien faire attention à la fraîcheur des produits de la mer. Et il y a une question aussi sur les oignons rouges. Il faut manger beaucoup d'oignons rouges. Ma connaissance, j'ai pas. Alors, les oignons rouges, comme les autres aliacées, sont réputés en fait pour améliorer la fluidité du sang. On les met aussi dans le même groupe que les légumes et les fruits comme aliments protecteurs. Donc, c'est bien d'en consommer, mais ils n'ont pas forcément un rôle miracle. On avance? Vite, oui. C'est la viande rouge. Oui. La viande rouge. Moi, ici, il y en a qui mangent beaucoup au roulotte. Oui. Au roulotte, on fait souvent du steak. Oui. Alors, quand je vois ça, bon, je le savais, hein, Ouais. mais je trouve. Est-ce que c'est pas dangereux comme dit, hein? Parce qu'en plus, je ne l'ai pas évoqué là, mais je l'ai noté dans la slide, c'est les techniques de cuisson aussi. Le barbecue est déconseillé.
en trop grande consommation. Donc oui, le mode de cuisson dans les roulottes est un facteur de risque. Normalement, ça, si on dit pas qu'elles sont très longtemps, Quand on voit les portions aussi qui s'en servent. Ah bah là, t'arrives vite fait à 500 grammes. Hein. Voilà. Si comment tu as quand même. Des fois, faut pas monter. Et tu as raison sur. Vraiment, j'ai oublié de l'évoquer, mais ma technique de cuisson. Bon, j'encourage l'association à communiquer là-dessus. C'est pas évident. On a fait beaucoup de travaux avec les roulottes, on a amélioré l'équilibre et tout ça. Et on s'est fait des Ouais. Une prise de conscience de l'ensemble de la population. Hein. Le problème, c'est que la population ne sait pas. Et il y en a qui vont souvent manger. Oui, mais pour plusieurs raisons aussi. Après, si on dit ça, ou même si on essaye de changer, mais qu'on n'a pas d'alternative au même coup, bah, parfois, c'est pas évident pour les gens. Et puis, tant que ça sera accessible facilement, c'est humain d'aller ce qui est facilement accessible. Ouais. Le steak, c'est cher. Oui, mais dans toutes les roulottes. Dans toutes les roulottes, pour moi, un steak frites, c'est combien? C'est 1000 francs, 1500 francs. Ça reste les plats les moins chers. Donc, Moi, je trouve que le poisson frais, c'est ça que je après, voilà, il faut encourager les gens peut-être à développer d'autres types de plats qui pourraient intéresser et rester sur le même coup. Et c'est là, les enjeux, c'est très difficile. Ouais. Les produits laitiers augmentent le risque de cancer. On peut l'entendre, ça, des fois, qu'il faut éviter de manger des produits laitiers, alors que c'est quand même une bonne source de protéines aussi et une bonne source de calcium. Donc, il n'y a pas d'études qui prouvent que la consommation de produits laitiers augmente le risque de cancer. Uniquement, en fait, pour le cancer de la prostate, où là, c'est vraiment avéré, une consommation excessive de produits laitiers sur du long cours favorise, est un facteur de risque du cancer de la prostate. Voilà, et au contraire, surtout sous hormonothérapie, c'est important, après un dosage de calcium et vitamine D qui est fait par le médecin, et éventuellement qui juge bon d'une supplémentation, de bien maintenir 3 produits laitiers par jour. Lait, yaourt, fromage blanc, fromage. C'est ça. On va mettre des temps, on se maintenant, la question que vous se posez, c'est est-ce qu'on met chez Dalle dans produit laitier? Il achète pas le coupé là en morceaux. En fait, le chez Dalle, ça va être un bon exemple de justement, tout à l'heure, je vous parlais des aliments ultra transformés. On aurait pu faire une slide sur ça, c'est sur ça auquel il faut vraiment faire attention. Il me semble, dans notre alimentation, on sait que une surconsommation d'aliments ultra transformés nous dégrade notre état nutritionnel et nous expose donc aux maladies chroniques et donc au cancer. Quand je parle de surconsommation, le Chesdal, il suffit juste de regarder la liste des ingrédients. Il y a effectivement quand même du lait dedans, mais qui va être associé à une multitude d'additifs et ces additifs en font un produit ultra transformé. Donc moi, juste avec mon regard de diététicienne, je ne le mets pas dans les produits laitiers. C'est injuste parce que c'est bon. Pourquoi? Après, il faut toujours prendre avec nuance. On n'a pas dit qu'il fallait supprimer le Chesdal. Il y a beaucoup de réactions en ligne sur Chesdal. Les gens ils disent quoi? Oh non, j'adore le Chesdal. Après, on peut chercher pareil, un bon
chez Sdal, quoi. Sauf que. Il y a quelques exemples pour la vache. Vache de Hollande. La vache à la vache. Alors non, il y a moins d'additifs dans la vache qui rit. On va trouver moins Mais voilà, c'est assez intéressant quand même, sans trop analyser, mais de juste regarder la liste des ingrédients au moins une fois. D'accord. Vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas dans chez nous. On se demande pourquoi on vend ça ici alors. Ça, c'est un produit phare. En fait, on l'a vendu parce que c'était un produit de longue conservation, pas cher. Et puis, voilà, ça a été influencé aussi par toutes les démarches marketing. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des publicités pour dire que le Sdal était Je crois que c'est un fromage qui se conserve. Voilà. C'est comme la vache qui rit. Dans les îles, en fait, il n'y avait pas une réfrigération. C'était une bonne technique pour avoir du fromage. Tout à fait, oui. Bon, il faut quand même enlever le papier aluminium. Hein. Parce que moi, je mange le papier aluminium. On passe à notre, je ne sais pas si c'est la dernière, l'avant-dernière, sur le jeûne. Donc, on en parle beaucoup du jeûne, aussi bien ici en Polynésie qu'au niveau international. Et avec beaucoup d'études aux résultats contradictoires. Donc, pour l'instant, suivant en fait les recommandations des instances scientifiques, il n'y a pas de preuve avérée de l'effet protecteur et bénéfique du jeûne. Voilà, le jeûne consiste à mettre le corps au repos digestif sur une longue période. Donc, à ma connaissance, c'est plus de 12 heures sans rien manger. Voilà, et en se disant en fait que ça aide le corps à se régénérer. Il y a des jeunes qui fait le matin, t'as une tente, tu manges le matin, le soir tu manges, à midi tu ne manges pas, le soir tu manges. Tu vois, on appelle ça. En fait, il faut prendre sur 24 heures et voir sur 24 heures combien de temps tu restes sans manger. Voilà. Voir quel type de jeûne tu fais. De base, si tu manges tôt le soir, le matin, en fait, tu déjeunes, tu vois, si ton dernier repas est par exemple à 16h, 17h, et que ton prochain repas est à 5h du matin, c'est déjà quand même sur une phase de jeûne assez allongée. Mais qui est un jeûne intermittent. Ça peut être un jeûne intermittent. Ouais, mais pour certains, c'est même pas du jeûne, c'est normal, quoi. C'est dans leurs habitudes. Mais en fait, c'est la constance qui fait le jeûne intermittent. C'est-à-dire que, oui, il y en a des fois, ils vont faire 12-14 heures, mais le lendemain, ils vont dîner à 22 heures et manger la. Voilà, oui. On va dire l'impact du jeûne, il est sur une période longue, quoi, d'au moins 3 mois, et de maintenir ces 12-14 heures sur une période longue. Et, ce que tu dis là, le plus important, c'est le jeûne améliore l'efficacité des traitements. Est-ce que le jeûne améliore l'efficacité des traitements? C'est ça la question. Parce que celui qui vend, je prends un exemple, je prends Oscar Témoin, qui nous parle sans arrêt du jeûne. Peut-être que lui, il n'a pas de traitement. Donc il passe jeûne. C'est normal, il n'a pas de traitement. Maintenant, là, c'est dans le cas où il y a du traitement. Est-ce que ça aide justement à guérir? Alors, au niveau de l'Institut du cancer et de base scientifique, il y a des travaux qui commencent à se faire en France, en Europe surtout, pour montrer que déjà le jeûne, pendant une période de traitement pour le cancer, pourrait diminuer les effets secondaires des traitements. Donc, pas forcément améliorer l'efficacité ou guérir du cancer, mais en tout cas diminuer les effets secondaires des traitements.
Donc, par contre, le maître mot, c'est évidemment avec un accompagnement médical, c'est-à-dire de ne pas décider tout seul de le faire et voilà, de ne pas avoir un suivi. Et aussi, ce que ne sait pas, c'est comment il faut le faire. Est-ce qu'il faudrait jeûner 12 heures, 24 heures, 48 heures, avant, après? Ça, il n'y a pas encore des règles bien fixées. Donc, on n'est pas fermé à ce qu'il y ait une période de jeûne, en particulier avant les traitements, parce que ça peut diminuer les effets secondaires, voilà, la fatigue, les vomissements, et tant qu'on respecte ce qu'il y a, et surtout de ne pas se dénutrir, de ne pas perdre du poids. Mais sur l'efficacité des traitements, il n'y a pas encore d'études qui ont montré que ça améliore l'efficacité. Par contre, diminuer les effets secondaires, oui. Je dis quand même que j'entends souvent que ce qui prend un jeûne, c'est pour maigrir. Non, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas. Je suppose que quelqu'un qui est malade, il n'a pas envie de trop maigrir non plus. Il ne doit pas maigrir. Mais un jeûne accompagné avec un suivi médical et fait de manière, comment dire, enfin, voilà, encadré, on ne perd pas du poids. C'est pas le but, hein, c'est pas de la perte de poids. C'est d'avoir un repos digestif, comme tu le disais, un repos aussi au niveau du foie, puisque quand on mange, le foie aussi travaille. Et de la même manière, en fait, qu'on diminue l'inflammation. En fait, le but, c'est toujours de diminuer l'inflammation. C'est pour ça qu'on dit que la viande rouge, c'est pas bon. Il y a des aliments pro-inflammatoires et le jeûne diminue des facteurs d'inflammation. Donc, après, il y a d'autres études sur l'efficacité des traitements et tout, mais on n'en est pas là. Pour le moment, il faut être très prudent. En tout cas, sur la diminution des effets secondaires. C'est toujours cas par cas en fonction de la personne, comme elle se sent. C'est comme l'activité physique, comme on disait. Hein. Si tu as augmenté la fatigue, ben non, quoi. Et quoi. Après, si par contre la personne elle a plus d'intérêt, elle n'est pas de muscles et tout ça, voilà, mais il faut qu'il y ait un suivi. La personne en elle-même, elle est malade et elle doit avoir du suivi des médecins, du médical. Sauf si elle est docteur M. Si elle est docteur M. Il ne faut pas se soigner, c'est jamais une bonne idée. Ouais, il faut mieux. Mais c'est surtout, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de malades, de patients qui font du jeûne, mais qui n'en parlent pas forcément, qui le font de leur côté. Au contraire, je pense qu'il faut en parler ouvertement et il faut voir, voilà, par exemple là, dans ton cas, ce n'est pas une bonne idée parce que déjà on voit que tu perds du poids, que tu vomis beaucoup, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être que quelqu'un d'autre, avec un autre état de santé, oui, ça peut être quelque chose de bien, surtout qu'on voit que là, tu te sens bien. Donc voilà, mais vraiment, en parler à son médecin, à l'équipe de diététiciens qui accompagne et être dans un échange et un suivi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas non plus dans une exclusion du jeûne. Il faut vraiment toujours être ouvert et prudent. Il y a aussi les jeûnes religieux. Oui. Il y a des religions qui demandent un jeûne. Alors, maintenant, ouais, comme le ramadan, le carême. Dans le carême, on fait. Non, mais le ramadan, c'est pas. Après, il y a des choses dans les religions et dans les traditions qui avaient forcément une signification positive. Hein. Parce qu'ils disent toujours, par rapport à la religion, toujours que le jeûne, c'est pas vraiment la viande, c'est ce que tu, par exemple, c'est la façon de vivre, c'est ça le jeûne, c'est de moi, c'est ça l'habitude de vivre. Voilà, si tu as une façon de vivre, de tes mauvaises habitudes, il faut que tu changes, c'est ça vraiment le jeûne. Voilà, et dans la religion, c'est ça. Mais on a mis entre eux, ça soit la viande, mais c'est pas ça. Pas ça. C'est pas la religion. On finit par l'alcool, après le jeûne. Alors, l'alcool, est-ce qu'on peut boire de l'alcool ou pas pendant les traitements? Oui. Voilà, exactement. On connaît que l'alcool, la consommation d'alcool est un facteur de risque plus petit que le tabac. Mais par contre, on peut consommer un peu d'alcool pendant les traitements. Il n'y a pas de question si on reste sur une modérée. Une consommation modérée, ça veut dire quoi? Selon les recommandations, c'est pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours.
Et au final, ne pas consommer plus de 10 verres par semaine. Donc, c'est 2 verres pendant 5 jours. Et 2 verres, ça fait combien de bouteilles de vin? Ça fait un obus en 5 jours. Voilà. C'est plus important, c'est les 8% des cancers qui sont évitables à la consommation. C'est ça le plus important. Oui, et c'est vrai que on pourrait faire des fois des amalgames et se dire c'est aussi interdit pendant les traitements, comme on dit, on est sur, voilà, il n'y a pas de contre-indication à consommer si on reste sur une consommation modérée. Après, moi je vous apporte juste la recommandation pour vous expliquer ce qu'on entend par modéré. Tout le monde n'a pas la même notion du modéré. Voilà un petit peu, on a fait le tour des questions. Au bon tato. Est-ce qu'on peut continuer ou pas? Parce qu'elle nous disait que 5-10 minutes. Il est moins 12. Ouais. 5-10 minutes pour évoquer tout ça, on y va. Ouais, allez, je vais me dépêcher. On va parler de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et aux produits chimiques. Alors, il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, sont des molécules qu'on va trouver dans certains produits de la consommation courante et même dans l'atmosphère, hein, dans l'air qu'on respire, dans les peintures, par exemple sur les murs et tout ça, qui vont venir interférer avec le système hormonal. Voilà, donc, qui vont perturber le fonctionnement du corps. Les substances concernées, bon, bah, c'est des noms un peu particuliers, hein, donc on a les pesticides qu'on va retrouver hein, des fois dans les produits, c'est pour ça que ces légumes, il faut bien les rincer, voilà, avant de les consommer, les éplucher et tout. Il y a les dioxines, parabènes, ça vous connaissez peut-être, hein, c'est dans les produits cosmétiques souvent qu'il y a. Le bisphénol A, c'était dans les plastiques qu'on avait dans les biberons des bébés avant et qu'on a encore dans certains plastiques, pas mal de plastiques même. Les phtalates et tout ça. Donc, mécanisme d'action, hein, ça va imiter les hormones et ça va bloquer les récepteurs hormonaux. Et une hormone, en fait, c'est sécrété hein, par des organes dans notre corps. Et ces hormones, elles vont avoir pour fonction de réguler notre corps. Le fait de brûler des calories, la régulation de la température de notre corps, les sécrétions d'insuline pour éviter qu'on ait trop de sucre dans le sang, hein, pour éviter le diabète, etc. etc. Okay. Donc, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets provoqués, des cancers, surpoids, d'obésité, etc., etc. Donc, voilà, augmentation des cancers hormonodépendants, cancer du sein, prostate, thyroïde, une exposition chronique, hein, même à faible dose. On ne sait pas exactement, il y a un effet cumulatif, transgénérationnel, ça veut dire que soi-même, quand une femme elle est enceinte au bébé hein, qu'elle porte, elle peut, si elle met trop de produits sur elle et tout ça, elle peut transmettre ça à son enfant via le placenta et tout ça. Voilà. Donc, ce qui est important, surtout, ça va être la suite, hein, c'est plutôt savoir comment on fait pour diminuer son exposition. Voilà. Donc, on va éviter hein, tout ce qui est des plastiques avec du bisphénol A et des phtalates. Le mieux, hein, c'est quand même de privilégier tout ce qui va être contenant en verre. Voilà. Tout ce qui est emballage plastique, on va éviter, surtout si c'est chauffé, hein, les micro-ondes et tout ça, on va faire attention. Quand on va justement chercher à la roulotte et puis qu'on revient avec sa barquette dans du plastique et tout, voilà, c'est pas le mieux, vaut mieux préférer le verre ou l'inox. Voilà. Si vous avez un saladier en verre, si jamais si vous ramenez quelque chose, voilà, c'est mieux de privilégier le verre quand on fait réchauffer aussi. Privilégier une alimentation bio, c'est un peu compliqué hein, au niveau des produits parce que c'est quand même cher et tout ça. Surtout limiter les aliments ultra transformés, on y revient par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Utiliser des cosmétiques et des produits ménagers sans parabènes, phtalates, triclosan. Donc ça, généralement, c'est marqué en gros hein, sur les produits. Voilà, déjà, quand c'est marqué sans parabènes, sans phtalates et tout ça, déjà, c'est mieux. Hein.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres perturbateurs endocriniens dedans, mais bon, il vaut mieux se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour ma peau de ce produit-là? D'accord. Voilà, c'est aussi de voir est-ce qu'on en a besoin ou pas. Ventiler son intérieur, surtout, hein, limiter les usages de spray, anti-moustiques, désodorisants et tout ça, produits chimiques, hein, tout ça, on le respire. Et bah, voilà, c'est pas top. Donc, on peut essayer de trouver des solutions. Voilà, aérer déjà, ça permet que ça sente un peu mieux, surtout enlever les odeurs à la maison. Ça. Oui, je voulais demander par rapport au PFAS. Oh. Au PFAS, on en parle beaucoup. C'est oui. vêtements anti. Ouais. En ce moment, ouais, c'est ça. Ouais, donc, ça en fait partie, hein, des perturbateurs endocriniens. Justement, tout ce qui est voile anti-adhésive et tout ça, le problème, c'est que quand c'est chauffé en plus, et si c'est rayé, forcément, on va retrouver ces produits-là dans des aliments. Et après, on va les ingérer. Voilà. Et après, ça s'accumule au niveau du cœur. Et on nous vend ça. Et oui, c'est anti-adhésif. Et après, c'est comme tous les produits, en fait. Dès que c'est chauffé et tout ça, on peut avoir des effets néfastes et tout, hein, sur la santé, mais il y en a, on ne le sait pas. Et on le sait au bout de plusieurs années parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, ça peut faire effet que 30 ans après, hein, des fois. Des fois, ça ne fait pas effet sur la personne et ça va faire effet sur l'enfant de la personne. Et on ne le sait pas. Et on y est exposé tout le temps, en fait, dans notre quotidien. Toute la pollution qu'on a de l'air, mais pas que ça, hein, aussi, hein, la pollution en général, hein, un volcan qui fait une éruption volcanique, ça va enlever aussi, c'est naturel, mais pourtant, ça va mettre des produits chimiques aussi dans l'air. Voilà. Mais surtout aussi se laver les mains, donc ce qu'on peut faire, c'est surtout réduire l'exposition, hein, avec les moyens qu'on a. Et puis, se laver les mains avant de manger, pour réduire les risques d'ingestion de résidus chimiques. Ensuite, on avait, c'était quoi? C'était la perte de poids. C'est toi qui exposais la perte de poids? Oui, Le jeune. Moi, je ne pas chez moi. Vite fait, oui. En fait, la perte de poids, ça va être un petit peu. Ça arrive, hein, au cours des traitements. Parfois, c'est une perte de poids brutale aussi qui montre un problème et qui encourage un examen et un diagnostic de cancer. C'est un des enjeux justement de ne pas perdre de poids pendant les traitements. Et surtout parce que pendant les traitements, on est à risque de dénutrition. La dénutrition, c'est quoi? C'est en fait un déséquilibre métabolique qui est lié en fait à un déséquilibre entre les apports énergétiques qui ne sont pas suffisants par rapport aux besoins énergétiques de l'organisme. Voilà. Et tout ça crée en cascade plusieurs déséquilibres métaboliques. Donc, c'est toujours important au cours des traitements de bien surveiller son poids, pas forcément de monter sur la balance tous les jours, mais au moins d'avoir un poids de référence et d'avoir une surveillance peut-être toutes les semaines, voir comment évolue le poids. Après, on va peut-être l'évoquer tout à l'heure, mais les traitements aussi perturbent énormément la capacité à maintenir une alimentation correcte, des apports aussi suffisants. Et parfois, c'est pas évident avec la perte d'appétit d'avoir des apports suffisants. Ça peut inquiéter aussi l'entourage de la personne malade, les aidants, qui voient que la personne ne mange pas. Donc là aussi, on peut avoir des petits repères pour voir si quand même ce qu'elle a mangé, c'est suffisant ou pas. Et on dit par rapport à une assiette, en fait, là où on peut commencer à s'inquiéter de la prise alimentaire, c'est quand la quantité consommée est inférieure à 2/3 d'une portion normale. Donc, ça peut paraître un petit peu compliqué d'évaluer ça, mais voilà, si la personne a mangé au moins sur une portion normale la moitié, on peut estimer qu'elle a bien mangé quand même. Vous voyez, parce que c'est la juste
juste pris une cuillère et que c'est répété comme ça dans le temps, c'est là aussi on peut s'inquiéter du risque de dénutrition. La dénutrition, elle est surveillée tout au long des traitements. Et puis, il y a des alternatives, des traitements pour faire face à cette dénutrition qui sont les compléments nutritionnels oraux et toujours bien être utilisés avec des conseils diététiques adaptés. On peut aussi trouver des stratégies dans l'alimentation courante pour enrichir en protéines, en graisse et puis donner des conseils d'hygiène diététique pour adapter l'alimentation au mieux aux traitements. C'était moi. Ben, voilà. Ouais, ça se rejoint aussi. Ouais, ça se rejoint. La perte d'appétit, ça peut être lié aux traitements eux-mêmes ou lié aussi au cancer, différents effets. Ça, c'est pas moi. Le mécanisme physiopathologique, c'est pas moi. Je crois qu'on est passé trop vite. Hop, celle d'avant. Et il y avait une question pareil, sur les perturbateurs endocriniens, les produits anti-moustiques, ça. Ouais, ça en fait partie. Hein. Et pour les nonos aussi. Ouais. Tortillons. Les Par contre, moi, j'avais une question sur ça, sur les anti-moustiques, s'ils sont naturels. Si c'est naturel. Ils ont fait maintenant des produits. Voilà. Si tu as des produits style huile essentielle et tout ça, il y a moins de risques. Il y a moins de risques quand même. Après, il ne faut pas attraper la dinde. C'est ça. Et c'est toujours pareil, c'est ça. C'est que si on est dans un milieu infesté, qu'est-ce qui vaut mieux? Peut-être mieux en mettre du produit là. C'est des stratégies pour stimuler l'appétit. Comme on a vu, les stratégies pour stimuler l'appétit, on va fractionner les repas. Si la personne a du mal à manger, peut-être en petite quantité, on va fractionner et faire 8 repas par jour en toute petite quantité, voilà, pour essayer que la personne elle mange, éviter la dénutrition. Privilégier les aliments plutôt riches en énergie et en protéines, justement pour que le corps continue à bien fonctionner. Donc, comme on disait, enrichir les aliments aussi, ce qu'on va préparer. Stimuler le goût, on avait une slide sur les goûts en mettant des épices, des herbes, des agrumes, parce que il peut y avoir une perte de goût. Et du coup, c'est intéressant quand même de pouvoir trouver des stratégies pour améliorer le goût, pour pouvoir manger. Adapter les textures en fonction de la déglutition, si la personne elle a peut-être aussi un cancer au niveau des voies digestives hautes et tout ça, on a du mal à déglutir, ou alors même avec les traitements, des fois, avec les nausées et tout ça, on a du mal à déglutir. Les yaourts enrichis, c'est... Yaourt enrichi, c'est des yaourts dans lesquels tu vas rajouter du lait en poudre, par exemple. Nous-mêmes, tu peux l'enrichir, ouais. Ou alors tu peux rajouter des produits céréaliers dedans, tout ça, ou alors des amandes, des trucs comme ça qui vont apporter des. Voilà. Ça, c'est enrichi. C'était un rond frais, c'est moins bien. Ça, c'est ta bactérie que tu vas trouver dans et ton probiotique que tu vas trouver dans ton yaourt et qui va nourrir ta flore intestinale. Voilà. Donc, le yaourt enrichi, c'est soi-même, on rajoute soit du lait en poudre, soit des amandes. Ouais, c'est ça. En fait, quand on dit enrichi, ça va être enrichi en protéines. Voilà. D'accord. Donc, ça va être tout ça. Ça rejoint en fait la valeur nutritionnelle des Fortimel. On peut essayer de se faire un Fortimel maison. Et donc, en mettant quoi dedans? Donc, amandes, par exemple. Sec. Ouais. Aouda. Ok. Voilà. Toujours intéressant de rajouter le lait en poudre dans le yaourt. Ça le concentre bien en protéines. Et ensuite, effectivement, une part de corps gras avec des oléagineux, par exemple. Et on peut rajouter aussi du sucre dedans. Un sucre, du miel, soit des fruits. Voilà. Et vous avez comme ça un yaourt optimisé au niveau calorique parce qu'il apporte des protéines, des sucres et des graisses, des lipides.
Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que vous concentrez cette préparation, mais sans augmenter trop le volume. Voilà. Ok. Après, voilà, comme on disait, adapter la texture en fonction, pour éviter des fois les fausses routes. On peut aussi gérer des nausées, avec du gingembre ou plutôt les aliments froids. Des fois, ça passe mieux que plutôt. Voilà. Surtout bien s'hydrater, c'est important, et pas peut-être des fois aussi pas trop boire, mais en petite quantité et régulièrement. Voilà, on va encourager l'activité physique pour stimuler l'appétit, bien, et puis éviter les odeurs fortes qui peuvent provoquer des dégoûts. Voilà. Et faire attention aussi, tu l'as mis dans ta slide, c'est par rapport aux produits qu'on aime bien. Si on est en période de dégoût à tout ça, attention sur les produits qu'on aime, parce que souvent les aidants, pour faire plaisir à la personne, ils vont faire des produits qu'ils aiment, mais ça peut le dégoûter de ces produits-là. Et après, il a plus envie de dégoût. Et donc, il y a 2 questions en ligne. Est-ce que, du coup, il faut ne pas trop grossir? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut grossir? Parce qu'on dit qu'il ne faut pas maigrir, mais est-ce qu'on peut grossir? Est-ce que le fait d'avoir des réserves, c'est mieux que d'être dénutri? Alors, est-ce qu'on peut grossir un peu? Oui, on peut grossir un peu. Oui. Après, on va parler de la prise de poids quand même, qui aussi peut être importante, surtout sous traitement hormonodépendant. Là où il faut être vigilant, souvent chez les personnes en surpoids ou en obésité, ils se disent tant mieux, là je suis en train de perdre du poids. Une personne en obésité peut être dénutrie. Voilà. Donc, dénutrie, ça veut dire que on affaiblit le corps, du coup, le système immunitaire s'affaiblit aussi, et donc expose la personne à plus de vulnérabilité aux agressions extérieures, mais aussi à la toxicité des traitements. Donc c'est très important d'avoir conscience que, oui, même en obésité, perdre du poids, c'est pas forcément, pour des traitements, c'est pas forcément du bon poids perdu. Donc, ce qu'on va surveiller, c'est surtout la perte de masse musculaire. Et pour éviter de perdre de la masse musculaire pendant les traitements, ça va être de bien s'alimenter, de conserver un bon apport en protéines, mais aussi l'activité physique. Très important. Que j'ai répondu. Ouais, c'est bon. Merci. Oui, des altérations du goût, c'est ce qu'on disait, l'altération du goût, pendant les traitements, on peut avoir un goût métallique dans la bouche selon le traitement, diminution du goût, ou alors un goût altéré, des aliments sucrés qui peuvent paraître amers, ou des aversions pour certains aliments. Donc, des fois, souvent la viande rouge ou certains produits laitiers, ça peut arriver. Et donc, je ne sais pas si... et les stratégies nutritionnelles. Pour réduire le goût métallique, on peut utiliser déjà des couverts en métal, parce que forcément, ça donne ce goût métallique, de la langue et tout. Aussi, la viande a des agrumes, marinades, ou des épices. Et puis, boire avec une paille aussi pour éviter le contact direct avec la langue. Après, améliorer la perception du goût, on peut assaisonner avec des herbes, citron, du vinaigre, des épices. Tester les différentes textures, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parfois, le froid est mieux toléré. Privilégier les protéines alternatives. Si on tolère mal la viande, on va peut-être privilégier les œufs, poissons et les légumineux si ça passe mieux. Et donc, gérer la diminution du goût ou la perte totale du goût, on va maximiser les arômes et varier les saveurs. Stimuler la salivation aussi, ça va être quelque chose d'important. Parce que c'est avec le liquide qu'on perçoit le goût aussi. Et puis après, on peut tester des aliments avec différentes cuissons. Après griller, on fait attention. Le barbecue aussi, mais en sauce ou tout ça. Voir ce qui passe le mieux. C'est surtout là, l'objectif, c'est d'éviter la dénutrition. Les nausées, vomissements, on en a déjà parlé. Ce qui est important, c'est surtout fractionner l'alimentation.
Fractionner l'alimentation. Hein? Glace. Ouais. Préférer les aliments boire glacés. Ouais. Ça aide. Voilà. Et puis bon, le reste, on en a déjà parlé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ici qui disent qu'il ne faut pas boire glacé. Ouais. Mais alors, oui, j'entends ça dans le cadre des perdre du poids et tout ça. Et en fait, ils ont une image, moi, ce que j'ai compris, c'est que boire glacé, quand tu manges, le glacé va figer les graisses. Quand tu bois chaud, ça fluidifie les graisses et ça va. Je pense aussi quand même que les Tawa, des fois, ils disent aussi de ne pas boire glacé, mais je ne sais pas pourquoi. Le fait de boire glacé, après, c'est aussi sur le fait au niveau de la digestion. Vous avez vu, quand vous rentrez dans l'eau froide, ce que ça fait. C'est pareil au niveau du système digestif, donc ça se crispe. Donc, du coup, au niveau de la digestion, ça peut créer un petit blocage quand même, au niveau digestif. Donc, c'est surtout pour ça, après, vraiment le froid. Pas trop glacé. Voilà. Après, mais il fait frais, quoi. Voilà. Bien frais. De toute façon, ça fait mal à la tête après. Ce qui est important aussi, c'est, peut-être, je l'ai mis, oui, limiter les aliments à odeur et goût fort et à couleur aussi. En fait, il faut essayer plutôt de privilégier des aliments neutres. Les aliments neutres, c'est quoi? C'est des aliments qui n'ont pas qui n'ont pas des goûts surexprimés, qui n'ont pas de couleur non plus trop vive. Voilà. Par exemple, en fait, plutôt rester par exemple sur une salade de riz, tu vois, avec pas trop de couleurs, fraîche, voilà, des produits laitiers plutôt couleur blanche, pâle. Ouais, voilà, des choses comme ça. Et les durians. Et les quoi? Durian. Le durian? Le dorian? Durian. Le fruit, là? Et l'odeur. Voilà. L'odeur est forte. Et puis, on évite d'aller au magasin aussi, par exemple. Ça peut stimuler. Et on s'écarte, en fait, des endroits comme ça où on a des odeurs de cuisine, des odeurs d'aliments. Et même essayer de se trouver un petit environnement où on se sent bien, on est au calme. Et ça peut être des fois à l'extérieur, dans son jardin. Voilà, l'environnement compte beaucoup aussi. Oui. Pas que les aliments. Voilà. Constipation, on passe vite fait, c'est important, mais pourtant c'est un réel effet secondaire qui est très, très courant. Tu peux intervenir? Après, pour la constipation, toujours pareil, l'activité physique, ça permet de bouger et puis de masser un peu au niveau des viscères, donc ça va aider à pouvoir aller aux toilettes. Donc, si on reste à ne pas bouger, ça bouge moins au niveau des intestins, on a moins envie d'y aller. Augmenter les boissons, pareil, d'être bien hydraté, en fait, ça va aider à augmenter le volume. Si on a une consommation assez riche en fibres, ça va augmenter le volume des fibres et ça va aider à aller aux toilettes. Et après, parce que les fibres ne sont pas digérées, ça part dans les intestins. Et donc, du coup, avec l'eau, ça va gonfler, ça va aider à aller aux toilettes. Et après, limiter la consommation des produits raffinés, puisque ça a plutôt tendance à constiper. Voilà. Tous les produits complets, le riz complet, les pâtes complètes et tout ça, ou pain complet, ça va aider à aller aux toilettes. Et puis après, on évite toujours les aliments ultra transformés, on le plus possible. Voilà. Non, je continue sur la diarrhée. Et voilà, c'est pareil. En fait, comme on a une perte d'eau, de minéraux, ça va être très important de compenser cette perte, donc de bien augmenter l'apport hydrique et surtout avec des eaux riches en minéraux. Donc, on peut aussi utiliser des eaux riches en bicarbonate, des eaux pétillantes comme le pichi, des choses comme ça. Voilà. Diminuer cette fois-ci l'apport en fibres pour ralentir un peu le transit intestinal. Donc, ça va être de préférer plutôt des légumes, maintenir quand même des légumes et des fruits qui apportent aussi des minéraux, mais on va plutôt les choisir cuits. On limite les crudités
Et on associe donc ces légumes et ces fruits cuits avec des céréales raffinées cette fois-ci. Voilà. Et on peut aussi réduire l'apport en lactose en temps de la diarrhée, parce que le lactose. Et en réduisant donc le lait et des produits laitiers semi-liquides, qui sont des yaourts, des fromages blancs, des choses comme ça. Le fromage ne contient pas. Très peu. J'essaie. Même pas. Bon, je contient du peu. Et voilà. Et les aftes, c'est pareil, on va être plutôt sur une alimentation froide et onctueuse avec des aliments neutres, donc plutôt des purées, mais assez onctueuses, pas trop fortes en épices ou en acidité. On va être sur des smoothies, pareil, des fois des smoothies, ça peut être quand même assez agressif. Et si on les associe avec du lait ou de la crème, tout de suite, le produit laitier va adoucir le goût. Donc, voilà, on peut aussi utiliser les boissons végétales, on en parlait tout à l'heure, le lait d'amande, le lait d'avoine, maintenant, c'est des choses qu'on trouve assez couramment dans les supermarchés. Voilà, on évite des aliments croustillants, abrasifs, des aliments acides et piquants. Et on peut préconiser donc, voilà, une alimentation liquide pendant un temps, si vraiment la glucide est très importante, et de boire à la palette. Les troubles de la déglutition, on en a parlé tout à l'heure. Je voulais juste rajouter, donc, il faut bien adapter la texture. Les troubles de la déglutition, ça arrive souvent dans les cancers ORL, digestifs hauts. Donc, dans ces cas-là, en fait, on peut mixer l'alimentation. Il faut juste se munir d'un robot, d'un mixeur. Et la base, c'est de partir sur des légumes, du liquide, par exemple du bouillon ou du lait, et on va enrichir en fait avec des protéines comme des œufs, du fromage, comme de la viande, du poisson imité sans arrêt, et aussi une source de matière grasse, de l'huile, de la crème fraîche. Et après, on peut avoir différentes textures en fonction des capacités de la personne. Texture molle, ça va être des petits morceaux. Une alimentation petits morceaux et puis mouillés, pas trop sèche. Et texture mixée lisse, ça va être un petit peu comment ce qu'on fait pour les bébés lors de la diversification alimentaire. Voilà. Ce qui est important à savoir, les troubles de la déglutition, il faut faire très attention sur les liquides. On va chercher une alimentation un petit peu épaisse. Mais attention sur quelque chose qui est très liquide et surtout que la personne a vraiment la capacité de bien mâcher les aliments. Ou alors, même si elle mâche les aliments, elle a quand même ce reflux bien. Donc, on préconise aussi une alimentation vraiment molle et en petits volumes fractionnés. Et j'imagine éviter tout ce qui est acide, voilà. Pimenté. Trop pimenté, trop acide, voilà. Un dosage toujours respecté. Les matières grasses cuites qui ont du mal à digérer. Après, il y a attention à l'eau gazeuse, puisque ça va augmenter les gaz au niveau de l'estomac, ça va augmenter les reflux. Puis attention à tout ce qui est posture. Normalement, on va éviter de se pencher vers l'avant, tout ça pendant au moins normalement 2 heures après le repas. On va éviter de s'allonger, tout ça, parce que le problème, c'est que les risques de reflux qui sont augmentés. Et pas s'allonger dans les 2 heures après un repas. Ouais. Non. Même des fois, faire une petite marche de 5 minutes, comme ça fait du bien aussi. Se mettre demi-assis. On termine par ça. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Alors, la prise de poids. On a parlé tout à l'heure justement, la prise de poids sous traitement. On a parlé de la perte de poids et là, la prise de poids par rapport à la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut prendre du poids? Alors, la prise de poids sous traitement anticancéreux est fréquente. Surtout sur l'hormonothérapie. Voilà. Et après, on a d'autres traitements, chimiothérapie, corticothérapie, qui peut aussi faire prendre du poids. Donc, ça peut résulter d'une modification du fonctionnement du corps métabolique. Donc, ce qu'on disait, le métabolisme, c'est quand on brûle de l'énergie. Des fois, on peut brûler moins d'énergie. Ça peut être hormonal, donc le déséquilibre, ce que je disais au niveau du corps avec les hormones, le corps qui fonctionne bien, ça. Ou comportemental, ça peut être plutôt
son comportement par rapport à l'alimentation, parce qu'on a une ouverture d'appétit, on a envie de manger plus certains aliments et tout ça, et donc du coup, on va avoir tendance à plus manger, ou alors on a besoin, on ne se sent pas bien, en dépression, on va avoir besoin de réconfort qu'on va aller chercher dans l'alimentation. C'est comportemental. C'est avantage-là. Donc, ouais, des équilibres hormonaux, on sait que la corticothérapie, ça peut jouer sur l'insuline, donc faire augmenter le sucre dans le sang, ou alors faire augmenter l'insuline. Donc, du coup, on va plus stocker les sucres dans les graisses et tout ça. Donc, ça risque de faire prendre du poids. En même temps, on va avoir une rétention hydrique aussi. Donc, les œdèmes, vous savez, la rétention d'eau, en fait. Voilà, c'est souvent lié à la prise de corticoïdes. Et puis, ça peut augmenter l'appétit. Après, comme on disait, les comportements peuvent être modifiés. Hormonothérapie, ça diminue les œstrogènes. Donc, on va avoir une délocalisation des prises de masse grasse, surtout chez les femmes. Souvent, vous savez, la prise de masse grasse, souvent, elle est au niveau des jambes. Et après, quand il y a moins de... Ça, c'est les œstrogènes qui vont faire localiser les graisses ici. Quand il y a moins d'œstrogènes, ça va remonter au niveau du ventre. Comme et chez les hommes ici, souvent, voilà, on prend plutôt du ventre. Voilà, donc c'est des graisses qui sont... Faire attention, parce que quand on prend trop de ventre, c'est pas très bon pour le cœur. Hypothyroïdie, donc la thyroïde, c'est ce qui va réguler aussi le métabolisme, voilà, pour les défenses énergétiques. Voilà. Et on peut avoir aussi une perte de masse musculaire. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important la masse musculaire, c'est ce qui consomme l'énergie. La fatigue importante, donc diminution du taux d'activité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, avec des douleurs musculaires aussi. Des troubles alimentaires induits par les traitements, donc augmentation de l'appétit, c'est ce qu'on a dit, ou le réconfort, on va aller chercher dans les aliments. Et puis après, la rétention d'eau, corticoïdes ou la chimiothérapie. Voilà. Donc ça peut être rapide, la prise d'eau, quand on a de l'eau, ça peut être. Les stratégies nutritionnelles, donc équilibrer les apports énergétiques, c'est ce qu'on a dit, équilibrer les apports et les dépenses. On va favoriser des aliments avec une bonne densité, à faible densité énergétique, mais à bonne densité nutritionnelle, comme des fruits, des légumes, des céréales, qui vont permettre de réguler l'appétit et éviter d'avoir un trop. Maintenir une activité physique, ça c'est important, avec le renforcement musculaire pour éviter de perdre de la masse musculaire. Mais si on fait de l'activité physique et qu'on ne mange pas assez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va avoir tendance à plutôt faire du muscle quand même. Gérer les compulsions alimentaires. Oui, c'est quoi la sarcopénie? Sarcopénie, c'est quand on perd du muscle. Voilà. La sarcopénie, on y est tous confrontés. Au bout d'un moment, quand on prend de l'âge, on perd petit à petit du muscle. Mais sauf que quand on manque de protéines, là, c'est ce qui arrive, on perd du muscle. Voilà. Ou quand on ne fait pas d'exercice. Donc, on peut prendre du poids et perdre du muscle. Voilà, c'est ça. On peut prendre, c'est ça. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. On peut aussi être en obésité et dénutri. Le fait de perdre de la masse musculaire, on peut faire de la vie. Et après, gérer les compulsions alimentaires. Donc, pratiquer l'alimentation en pleine conscience, ça veut dire est-ce que j'ai faim? Vraiment faim? Est-ce que c'est de la vraie faim? Est-ce que j'ai assez mangé? Si j'ai pas assez mangé, ouais, peut-être que je vais avoir faim et puis qu'après, je vais me jeter sur le prochain repas. Si j'ai trop mangé, peut-être que j'aurais pu réguler et éviter de trop manger. Voilà. C'est ça, manger en pleine conscience. C'est prendre conscience de ses sensations alimentaires. Voilà. Et puis privilégier les collations saines. Voilà, quand on a faim, on va plutôt prévoir des choses qui vont nous caler et éviter d'aller chercher les aliments ultra transformés, les toasties et tout ça. Voilà. Et les sodas et tout. En cas de rétention hydrique, diminuer le sel. Voilà, ça c'est important. Maintenir une bonne hydratation. Et voilà, on adapte en fonction avec les traitements. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà. Voilà, sur ce qu'on va citer, c'est surtout un suivi personnalisé avec un diététicien, un médecin nutritionniste,
Voilà, nous, ça va être les seules personnes dans le domaine médical qui peuvent vraiment vous conseiller au niveau alimentaire, hein, votre oncologue, votre médecin et les diététiciens. Voilà. Sinon, après, les autres personnes que vous pouvez rencontrer actuellement, c'est la mode des coachs nutrition et tout ça. Ils ne sont pas formés à ça. Hein. Attention, encore. Coach sportif, naturopathe et tout. Ils ne sont pas formés à ça encore. Donc, on va avoir des conseils adaptés hein, selon la situation clinique du patient et puis les effets secondaires des traitements. Voilà, donc pour avoir une formation médicale. Donc vous pouvez, voilà, vous avez la liste des diététiciens voilà, qui peuvent consulter. Et enfin. Voilà, en fait, là, ce sont les diététiciens que vous pouvez solliciter pour un suivi. Vous retrouvez en fait sur la page Facebook de l'association des diététiciens de Polynésie française, vous retrouvez en fait les contacts de chaque personne. Et vous voulez les ressources bibliographiques pour prendre en photo aussi. Vous avez tous pris le calendrier des points de support de l'Institut du cancer. Je vais vous aussi devant la caméra. Donc, c'est un calendrier annuaire hein, qu'on a fait voilà, avec l'Institut. Donc, le calendrier des soins de support. Donc, chaque mois, on parle d'un soin de support. Donc, l'activité physique adaptée, les aides qui sont disponibles et justement, au mois de mars, mieux manger. Et donc, vous avez le lien vers le site de l'Institut où il y a les adresses et le contact de l'Association des diététiciens de Polynésie. Voilà, donc ils sont disponibles, ils sont gratuits pour les membres de l'association, donc n'hésitez pas à en prendre si vous en avez. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre en photo, voilà, ça c'est aussi des sites sur lesquels vous pouvez avoir des informations. Alors, c'est ce que tu disais, hein, Raisonnac, qui est intéressante pour les brochures. On a aussi Calisport hein, pour l'activité. Puis après, bon, le reste, c'est un peu technique hein, sur les autres. La lutte contre le cancer. La lutte contre le cancer aussi. On avait vu aussi, il y avait un site qui était intéressant pour les recettes nutritionnelles. Oui. Mais je crois qu'on le rejoint avec le réseau. Ça nous le renvoie. Voilà. Okay, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie, c'était vraiment de très grande qualité. Bon, c'est cool. Merci.